On a presque tous cette petite idée en tête, n'est-ce pas? Si seulement j'avais plus d'argent, tous mes problèmes seraient réglés. C'est un réflexe. Mais ce qui est fascinant, c'est que des personnes qui gagnent beaucoup, beaucoup plus, font face exactement aux mêmes angoisses. Alors, ça nous amène à une question. Et si le problème, ce n'était pas l'argent lui-même? Et si on se trompait de combat depuis le début? Tout commence souvent par là, le stress. Cette tension constante, cette boule au ventre liée à l'argent. Et le plus fou, c'est que ça ne dépend pas vraiment du chiffre sur le compte en banque. C'est une anxiété qui est là, sourde, persistante. Et puis, au stress s'ajoute la pression. Bien sûr, il y a la pression de payer les factures à la fin du mois, mais il y a aussi cette autre pression plus subtile, la pression sociale, l'obligation de réussir, de ne pas décevoir, de tenir son rang. C'est un poids constant en fait. Et au bout du compte, tout ça se cristallise en une seule sensation, le sentiment de manque. Cette impression de courir sur un tapis roulant où la ligne d'arrivée recule à chaque pas. On a beau faire des efforts, ça ne semble jamais être assez. Alors voilà la question qui pourrait tout changer. Parce que si on se trompe de problème, on se trompe forcément de solution. Et si on explorait cette piste? Et si le vrai souci n'était pas externe, sur notre relevé de compte, mais interne, dans notre façon de voir les choses? Ok, première étape de notre réflexion, on va décortiquer ce fameux mythe du manque. C'est une illusion incroyablement tenace qui nous garde souvent prisonniers d'un cycle d'insatisfaction sans fin. On la connaît tous, cette petite phrase qu'on se murmure. Ah, avec un meilleur salaire, la vie serait tellement plus simple. C'est une pensée confortable, ça donne un objectif clair. Le seul hic, c'est que la réalité nous montre tout le contraire. Même avec des revenus bien plus élevés, beaucoup de gens sont toujours aux prises avec les mêmes angoisses. En fait, le danger de cette idée, ce n'est pas qu'elle soit complètement fausse, c'est qu'elle est incomplète. Et une vérité incomplète, c'est souvent pire qu'un mensonge. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne une excuse parfaite pour ne pas regarder le vrai problème en face. Nos propres comportements, notre relation émotionnelle à l'argent. On attend la promotion miracle, et pendant ce temps, rien ne change vraiment à l'intérieur. Bon, mais alors comment fonctionne cette illusion? Il y a une mécanique derrière tout ça. On va examiner ensemble 3 pièges psychologiques très puissants qui expliquent pourquoi, bien souvent, gagner plus ne résout absolument rien. Pour bien comprendre, prenons un cas extrême mais très parlant. Les gagnants de loterie. Les études sur eux sont juste hallucinantes. La grande majorité se retrouve fauchée, parfois même endettée en quelques années. C'est de la malchance? Pas du tout. C'est simplement qu'ils ont gardé leurs vieilles habitudes avec beaucoup plus d'argent. Et plus de moyens avec les mêmes mauvais réflexes, ça donne juste des erreurs plus spectaculaires. C'est là que nos 3 pièges entrent en jeu. Le premier, c'est l'inflation du style de vie. C'est quasi automatique. Dès qu'on gagne plus, nos dépenses augmentent pour venir manger ce surplus. On se retrouve au même point, mais avec des factures plus élevées. Le deuxième, c'est le plafond psychologique. C'est comme un thermostat interne. On a une certaine idée de ce qu'on mérite, et si on dépasse cette somme, on va inconsciemment s'auto-saboter pour revenir à notre niveau de confort. Et enfin, le troisième, le plus vicieux peut-être, la comparaison ascendante. Plus on gagne, plus les gens à qui on se compare gagnent encore plus. On regarde toujours vers le haut, jamais vers le bas. Résultat, un sentiment de manque perpétuel. Tout ça nous oblige à un changement complet de perspective. On voit que le problème n'est pas tant le manque d'argent, qui est un facteur externe, mais bien le manque de contrôle, qui est un problème interne. La solution n'est donc plus d'attendre que l'extérieur nous sauve, mais de commencer un travail sur l'intérieur, sur nos propres comportements. Et cette idée de regarder à l'intérieur, attention, ce n'est rien de nouveau. Ça fait des millénaires que de grands penseurs se penchent sur la question. Voyons un peu ce que leur sagesse intemporelle peut nous apprendre aujourd'hui. Premier arrêt, la Grèce antique, avec le philosophe Épicure. Alors, on a souvent une image complètement fausse de lui, celle d'un bon vivant qui prônait les excès et le plaisir à tout prix. Mais c'est un énorme contresens. En réalité, sa pensée, c'est tout l'inverse. Voilà le cœur de sa pensée. Pour Épicure, la vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir satisfaire tous ses désirs, c'est d'en avoir moins. Désirer moins, ce n'est pas de la résignation, c'est une stratégie de libération. Tant que notre bonheur dépend d'une chose extérieure, on n'est jamais vraiment libre. On fait un bond dans le temps pour retrouver une figure assez surprenante dans ce débat, Adam Smith. On le connaît comme le père de l'économie moderne, le théoricien de la richesse des nations, mais on oublie souvent que son premier grand livre ne parlait pas d'économie, mais de psychologie humaine. Avec cette simple phrase, Smith met le doigt sur quelque chose de fondamental, le fameux piège de la comparaison.
Il a compris bien avant tout le monde que notre insatisfaction est souvent sociale. Elle ne naît pas d'un manque réel, mais du simple décalage qu'on perçoit avec les autres. C'est un jeu auquel on ne peut pas gagner. Et notre troisième sage, c'est l'Américain Henry David Thoreau. C'est l'homme qui a décidé de partir vivre dans une cabane au fond des bois. Pas par nécessité, mais par choix, pour mener une expérience de vie et prouver quelque chose d'essentiel. Quelle phrase! C'est une redéfinition radicale de ce que veut dire être riche. Ce n'est pas un appel à la misère, loin de là. C'est un appel à la lucidité. Chaque chose dont on pense avoir besoin est en fait une chose qui a du pouvoir sur nous. La vraie richesse, selon Thoreau, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Alors, que fait-on de toute cette sagesse? Épicure, Smith, Thoreau, comment est-ce que ça peut nous aider concrètement dans notre monde d'aujourd'hui? En fait, ces 3 leçons, aussi différentes soient-elles, nous ramènent tout au même point. La clé de la sérénité financière n'est pas à chercher dehors, dans une augmentation ou un gain inattendu. Elle est à l'intérieur. Dans la maîtrise de nos désirs, dans notre capacité à nous affranchir du regard des autres et dans une refonte totale de notre définition de la richesse. Et on va se quitter sur cette question de Thoreau, qui est à la fois très simple et absolument vertigineuse. Elle nous invite à faire le calcul inverse. Pas de compter ce que l'on possède, mais de compter ce qui ne nous possède pas. Quelle est la vraie richesse d'une personne si on la mesure à l'aune de ce dont elle peut se passer? C'est une question puissante. Et peut-être que la réponse est le véritable point de départ de la liberté financière. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'illusion du manque d'argent. Est-ce que tu t'es déjà dit, si je gagnais plus, tout irait mieux? Dis-moi en commentaire ce que tu penses maintenant. Est-ce que c'est vraiment une question d'argent ou autre chose? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la, parce que tout le monde autour de toi se pose les mêmes questions. Abonne-toi. On continue ensemble. À tout de suite.